mesdames et messieurs, et peut-être quelques étudiants. Alors, chers étudiants, je suis ici ce soir pour présenter avec d'autres ce très beau projet, comme vient de le dire Françoise, projet collaboratif sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis là en titre comme directrice de l'ISPEND, école de santé publique dans l'université de Bordeaux, dans le collège santé. Cette école a cette année 25 ans et beaucoup de réalisations à son actif, avec un dynamisme toujours intact. Nous formons plus de 1000 étudiants chaque année, sans compter les MOOC, dans des diplômes d'université, des masters et des formations courtes. Notre mission, tu l'as rappelé, comme école de santé publique, est de développer dans le domaine une approche pluridisciplinaire et transversale des formations, des expertises et de faire le lien avec la recherche. Nous formons des professionnels de santé publique d'aujourd'hui et de demain. Nous avons aussi été pionniers, tu viens de le rappeler, pour un accès à un plus grand nombre d'apprenants, notamment avec l'enseignement à distance développé depuis plus de 15 ans, mais aussi avec un premier MOOC qui a été fait sur enquêter sur ma santé, au commande d'enquête sur la santé, et qui accueille en moyenne depuis plus de 6 ans 4000 apprenants par an. Pour la création de ce second MOOC, deuxième MOOC, par son thème en santé environnementale, l'ISPED et tous les partenaires que j'ai cités répondent à un besoin actuel en formation, distancielle, tu l'as dit, accessible et rapide. Rapide ne veut pas dire de mauvaise qualité. Rapide veut dire accessible. Avoir l'information au bon moment, être dans le transfert des connaissances. Sur des sujets qui intéressent toujours les professionnels de santé, mais aussi la population et les élus de notre territoire ou de nos territoires. Je ne peux citer perturbateurs endocriniens, pesticides, pollution atmosphérique, champs électromagnétiques et peut-être feux qui sont très actuels malheureusement. Ces sujets sont aussi des sujets de recherche comme des actions qui sont toujours multidisciplinaires et pluriprofessionnelles. Ce projet est issu, tu l'as dit, de l'action 17 du plan régional santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine et il démontre une volonté commune, et j'en suis heureuse, de formation sur les enjeux de santé environnementale. Pour terminer, je voulais saluer et remercier ici ce soir l'équipe d'experts, ils ne sont pas tous là, une trentaine de personnes qui a participé à ce MOOC, bien sûr de l'Université de Bordeaux et de Poitiers, bien sûr les professionnels libéraux, bien sûr aussi les laboratoires de recherche des experts, mais aussi l'ARS, les URPS et la région. Je n'oublie pas aussi les ingénieurs, les faiseurs de cette innovation pédagogique avec un nombre conséquent de vidéos réalisées dans nos universités, dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans l'université de Bordeaux, avec l'ISPEN. Je crois que nous avons la chance d'avoir 2 ingénieurs pédagogiques qui nous ont rejoints ce soir et qui ont travaillé, mais aussi avec la mission d'appui à la pédagogie de l'université de Bordeaux. Je crois aussi qu'il y a des représentants et l'investissement de l'université de Poitiers que je n'oublie pas du tout. Je voudrais les remercier, ceux qui ont fait, ceux qui ont entouré, ceux qui ont permis le développement et bien sûr les financeurs dans la région, l'ARS et les URPS. Alors aujourd'hui, je remercierai aussi Ophélie Maillot qui est là, tout en rose pour Octobre Rose, comme vous, Madame la vice-présidente, qui est la chef d'orchestre de ce projet, qui a tenu bon malgré le Covid, qui a perturbé un peu la réalisation. Ophélie qui était tout au début, comme étudiante et pour un stage sur la faisabilité de développer ce MOOC avec Martaline Jutan que j'ai vu et avec le docteur Fleur Delva qui interviendra après. Donc ce soir, nous coupons officiellement un ruban virtuel pour l'ouverture d'un enseignement innovant avec déjà un très grand nombre d'inscrits. Mais je laisse le suspense, je ne dis rien, car je vais laisser Ophélie dire le dernier chiffre des inscrits. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon collègue et ami, le professeur Jean-Louis Pellegrin, directeur du Collège Santé de l'Université de Bordeaux. Il me reste 1 minute. Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Françoise, moi je n'ai pas les pompes de Simone, donc mesdames, messieurs, bonsoir. Écoutez, je suis très heureux d'avoir été invité à l'inauguration de ce MOOC, parce que quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai vu la page de garde, on va dire l'emblème de ce MOOC, j'ai trouvé que c'était un projet
exemplaire. Il est exemplaire parce qu'il s'attache à un sujet qui est devenu un sujet extrêmement important en médecine. Et quand je regarde les différents modules, les 8 modules qui figurent dans votre éventail, on s'aperçoit en fait que la quasi-totalité des pathologies que l'on étudie sur les bancs de la faculté peuvent être déclinées par l'intermédiaire de ces modules. Et donc, vous mettez en exergue le fait que l'environnement, au sens large, est un des déterminants majeurs de notre santé. Et alors, je ne dirais pas comme Madame la vice-présidente que nous ne l'avons jamais appris sur les bancs de l'université quand nous étions jeunes, mais je dirais qu'à l'époque, on n'en voyait pas encore assez l'importance. Et comme Monsieur Jourdain, on faisait de la prose sans le savoir, et c'était de la prose un peu primitive. Donc maintenant, je crois que c'est devenu un sujet majeur et une façon majeure d'aborder les pathologies, quelles qu'elles soient, que de les voir du côté de l'inné, du côté de l'acquis, et donc le rôle de l'environnement est quelque chose d'extrêmement important, quel que soit le domaine de la pathologie. Je dirais également que c'est un projet exemplaire quand on voit le nombre des participants à la réalisation du projet et le nombre des sponsors. Quand on voit tous les logos, alors là ils sont cachés par les kakémonos, mais quand on voit tous les logos et toutes les personnes qui sont ici ce soir pour porter, alors même si on est dans un univers laïque, sur les fonds baptismaux, ce MOOC, excusez-moi, hein, eh bien on se rend compte de la collaboration que vous avez été capable de créer entre l'Université de Poitiers et l'Université de Bordeaux, entre les différentes structures et composantes de ces universités. Et donc, vous avez parfaitement maîtrisé votre environnement. Donc, je vous en félicite. Donc, en vous écoutant et en voyant votre plaquette de présentation, et j'ai bien vu qu'il fallait à peu près 12 heures pour suivre ce MOOC. Je pense qu'il va bientôt être obligatoire pour tous les étudiants en santé de l'Université de Bordeaux. Voilà. Donc ils peuvent vous remercier. Bonne soirée. Et donc, nous laissons la place aux experts. J'appelle Monsieur Nematoula Jafari, Madame Dr Marion Alboui et Professeur Denis Sarouille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un temps de parole partagé, tout d'abord pour vous présenter en quelques mots la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers, les enseignements en santé environnementale dans cette faculté et notre intérêt pour la création de ce MOOC, création à laquelle une de nos enseignantes a largement contribué. La faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers est une vieille institution qui a été créée la même année que l'université, en 1431. Nous allons, comme beaucoup d'universités, vers une UFR santé. Notre faculté est actuellement localisée depuis 2007 sur un site à proximité du CHU, du pôle biologie santé, et c'est très important parce que ça permet de colocaliser finalement sur le même site, et c'est le sujet de ce soir, un certain nombre d'intervenants poitevins dans le milieu de la santé environnementale. Notre faculté est ancrée dans la cité, elle est ouverte sur l'international. Notre faculté intervient sur un certain nombre d'événements de promotion et de prévention en termes de santé environnementale. En termes de formation, notre faculté regroupe 3649, bon, je ne connais pas le chiffre par cœur, heureusement que j'ai un aide de mémoire, 3649 étudiants, maïeutique, médecine, orthophonie, pharmacie, bien sûr, qu'il faut sensibiliser à la santé environnementale, d'où l'intérêt et l'importance de ce MOOC qui est lancé ce soir. Plus de 200 enseignants, parmi lesquels des enseignants en santé environnementale. Au point de vue de la recherche,
nos enseignants développent leurs thématiques dans des équipes INSERM, des équipes CNRS, dont une travaille justement sur la santé environnementale. Notre UFR, historiquement, est une des rares facultés mixtes, médecine et pharmacie. Donc c'est très intéressant parce que ça a permis de travailler très tôt sur l'interprofessionnalité et nous avons été précurseurs dans la mise en place d'enseignements en santé environnementale au moment de la PACES dès l'année universitaire 2009-2010. Madame la vice-présidente de la région, Madame la directrice de la protection de la santé et de l'autonomie de l'ARS, Messieurs le directeur du collège santé, Monsieur le doyen, cher Némat, chère Simone, chère Fleur, chère Ophélie, chers élus des URPS, Mesdames, Messieurs, pardon si j'oublie des personnes, chers tous, la population générale perçoit les professionnels de santé, qui sont des acteurs de pratiques cliniques préventives, comme légitimes pour aborder les questions de santé environnementale. Dans ces pratiques, ces professionnels ont recours à divers outils tels que les brochures, les entretiens, les ateliers collectifs, les groupes de discussion ou encore les questionnaires, tels que celui que nous avons développé dans l'équipe de recherche IS, à laquelle j'appartiens, questionnaire Préved. L'utilisation de ces outils requiert tout de même une formation en santé environnementale. Ainsi, comme l'a dit Denis Sarouille, depuis 2009, la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers a intégré la santé environnementale dans le curriculum des études, et ce dès la première année. Sous l'impulsion du professeur Migeot, s'est créé le séminaire APIDOC pour les étudiants de deuxième année. En troisième année, le service sanitaire des étudiants en santé consolide cet apprentissage à la prévention en santé environnementale, tout comme une unité d'enseignement librement choisie, dirigée par le professeur Rabouin, qui est portée donc par la pharmacie, mais que nous souhaitons étendre aujourd'hui en médecine, à l'image de ce que vous avez évoqué sur l'extension des 15 heures du MOOC pour toute l'université ou pour tout le collège santé. Et ce programme, cet enseignement libre, intègre un programme qui s'appelle Maison des erreurs, qui est implémenté dans la Villa Santé. C'est un programme que nous avons pu développer avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie ici. Puis en quatrième année, nous traitons de l'impact de l'environnement sur la santé dans le cadre des items du concours de l'internat, appelé aujourd'hui EDN. Ce MOOC vient donc appuyer cette formation initiale. Il permet également de consolider la formation continue, puisqu'avec le DIU de santé environnementale coporté par les universités de Poitiers et de Bordeaux, il permettra d'offrir un large panel de formats et de formations en santé environnementale. Alors, un grand merci aux partenaires de ce projet collaboratif interuniversitaire de l'avoir rendu possible. Merci beaucoup, Marion. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi de dire quelle joie de se trouver aujourd'hui ici, tous ensemble, autour de le MOOC Santé environnementale. Alors, si j'ai bien compris, tout à l'heure, notre collègue disait perturbateurs endocriniens, les pesticides, les pollutions atmosphériques, le feu. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Le psychiatre que je suis, il y a quelque chose qui manque. Ça s'appelle le stress, l'anxiété. Vous voyez ? Et ça, en venant ici à Bordeaux, sur la route, je me disais qu'on pourrait éventuellement, peut-être ce projet-là, l'enrichir et puis mettre ce côté-là là-dedans, puisque l'anxiété, le stress amènent aussi à ces notions de suicide, de maladies somatiques, enfin, etc. Voilà. Bon, c'était juste sous forme d'une proposition. Alors, l'université de Poitiers est une université multisite, parce que c'est situé à Poitiers, mais il y a aussi Châtellerault, Niort, Angoulême, Royan et d'autres. Donc, l'habitude que nous avons à l'université de Poitiers, c'est de tenter de réaliser des projets structurants qui répondent aux besoins de territoire. Et santé et bien-être, ça fait partie de ces axes de recherche très importants
que Marion vous a présenté dans le cadre de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers, qui bien sûr en collaboration avec l'université de Poitiers. Alors, vous savez aussi que l'université de Poitiers, en septembre 2021, a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle « Excellence sous toutes ses formes » dans le cadre du programme PIA 4. Vous savez, ce sont des projets, des appels à projets structurants qui permettent aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de porter un projet de transformation ambitieux à l'échelle de leur site. Alors, ce label Excellence qu'on a obtenu est dans l'idée de mobiliser un consortium pour formation, recherche et innovation autour des 3 axes qui ont été définis par l'ONU pour le développement durable, à savoir santé et bien-être, éducation de qualité et ville et communauté durable de manière interdisciplinaire et partenariale. Alors, ce projet, bien sûr, qui a été porté par un consortium qui est l'Université de Poitiers, le CHU, CNRS, INSERM, Lancement, CNED, IH2F, Canopé et d'autres, mais aussi avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, que nous voulons remercier encore une fois, et la communauté urbaine Grand Poitiers, et puis plusieurs entreprises. Alors, c'est véritablement, et ce qu'il faut retenir en fin de compte de cette intervention ce soir, c'est que autour de ces thématiques qui est la question de la santé et environnement, ou de manière globale, il faut qu'on soit tous ensemble. Et permettez-moi de faire un petit écart et puis vous raconter une histoire de jeunesse, parce que j'avais vu René Monory dans ma jeunesse, ceux qui le connaissent, et il m'avait dit, mon garçon, rappelle-toi d'une chose, on a la chance et la malchance d'être à Poitiers. La chance, c'est quand on s'entend, on fait le Futuroscope, premier mondial. Eh bien, c'est exactement ça. Ce soir, j'ai l'impression que si on s'entend et qu'on arrive à faire tous ensemble un programme ainsi, on pourrait peut-être être, au niveau national, international, un modèle à suivre. Merci à vous encore. Madame Nadia Laporte-Fun. Bonsoir. Merci Madame la vice-présidente du Conseil régional, cher François, de nous accueillir dans ce magnifique hémicycle. Moi qui suis arrivée en Nouvelle-Aquitaine depuis juste quelques mois, je le découvre. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas citer toutes vos qualités parce que je suis la 7e à parler, donc ça va être un petit peu long. Moi, ce que je voulais vous dire au nom de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et puis de notre directeur général Benoît Albode, qui vraiment tient à s'excuser de ne pas pouvoir être là aujourd'hui parmi nous, parce que c'est vraiment les thèmes de la santé, environnement, de la décarbonation également de la santé plus largement, sont des thèmes qui lui sont vraiment chers. Je voudrais juste revenir sur quelques enjeux pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine de ce MOOC. Tout d'abord, bien sûr, et ça a été longuement dit, la sensibilisation à l'impact sanitaire de notre environnement pour la population, notre environnement qui interagit bien sûr avec d'autres déterminants sociaux individuels dans le développement de pathologies multifactorielles, et puis ces facteurs environnementaux susceptibles de contribuer à la dégradation de l'état de santé d'une population sont bien sûr extrêmement nombreux. Mais la deuxième attente, et c'est peut-être ça aussi qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien sûr de répondre à une demande citoyenne et sociétale. Le baromètre, je ne vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais le baromètre santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine a fait le constat qu'une personne sur 4 déclare manquer d'informations sur la santé-environnement et que le renforcement de l'information sur ces sujets est l'action la plus importante à réaliser. Et c'est là, je pense que c'est le plus important pour l'objet d'aujourd'hui, 70% des personnes interrogées désignent les professionnels de santé comme les acteurs les mieux placés pour distribuer cette information-là. Donc on est vraiment au cœur de l'action du MOOC.
Ainsi, le besoin d'une culture commune sur la question de santé-environnement des professionnels de santé, mais aussi des professionnels, vous l'avez noté également, d'établissements sanitaires et médico-sociaux, comme des étudiants, s'est imposé à nous tous. Ce projet qui est extrêmement multipartenarial avec ses 8 modules, avec des entrées populationnelles, des entrées milieu de vie également, c'est concrètement un projet qui a été une genèse de 2 ans, extrêmement multipartenarial, co-construit avec la houlette de Ophélie Meillot, évidemment, qui est parmi nous. Et je voulais quand même aussi remercier au niveau des équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Sabine Autreux, Marie-Laure Guillemot, qui se sont extrêmement impliquées ce projet-là, sous la houlette de Sylvie Kelly. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce projet, il est vraiment en avance de phase, vraiment sachez-le, par rapport au programme, au plan national santé-environnement numéro 4, là, qui est en élaboration au niveau régional. Parmi les 5 actions, il y en a une qui est de promouvoir le développement de formation des professionnels de santé à la santé-environnement. C'est exactement ce que fait ce MOOC. Donc on est en avance de phase par rapport au national en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Enfin, je ne vais pas partager avec vous. Et puis pour finir, que ce MOOC n'est pas pour l'ARS une action isolée. Il s'inscrit dans un panel d'actions plus largement porté. Et je voudrais juste en citer 3, parce que je ne vais pas être longue. Bien sûr, le soutien à la sensibilisation des étudiants en santé. Et le docteur Marion Albou l'a cité avec le séminaire APIDOC par les universités de Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les actions auprès des formateurs dans les instituts de formation de professionnels paramédicaux. Sur les 37 instituts, 18 ont déjà un enseignant formé. Et puis, une action qui nous tient particulièrement à cœur autour de la stratégie de la petite enfance et des 1000 premiers jours, où les maternités de la région ont été informées pour être en capacité de délivrer des messages de prévention sur les risques chimiques présents dans les environnements intérieurs, avec tout un kit d'outils pédagogiques à un moment clé pour les femmes, quand elles vont juste devenir mamans. Et c'est une action qui a essaimé dans toute la Nouvelle-Aquitaine et on en est particulièrement fiers. Voilà. Je ne serai pas plus longue et je voudrais juste dire que, alors moi j'en étais restée à 4000 inscrits, donc là vous allez nous donner le chiffre. Et je voudrais vraiment souligner que c'est un projet partenarial d'un MOOC gratuit qui va avoir aussi, c'est important de le dire aussi, il cible d'abord les professionnels de santé, mais il est ouvert à tous. Voilà. Et du coup, c'est vraiment une magnifique action portée par l'ISPED avec tous les partenaires. Donc voilà, bravo à tous. Merci. 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 Donc, il me vient la lourde tâche de vous présenter ce MOOC. Donc, avec Ophélie, bien sûr, que je remercie aussi, parce que c'est vrai que sans elle, je ne serais jamais arrivée à aller aussi loin dans ce MOOC. Et vraiment, merci beaucoup pour ton investissement et ton aide tout au long de ce projet. Je vais le faire. Il faut qu'elle me passe mes diapos aussi. Donc, je vais reprendre la parole. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le MOOC en avant-première, c'est-à-dire son contenu, ses supports pédagogiques, l'équipe pédagogique, et nous irons faire un petit tour sur la plateforme. Donc, nous avons choisi de créer cette formation en santé environnementale sous la forme de MOOC. Donc, on va reprendre les bases. Donc, que signifie MOOC? L'acronyme MOOC en anglais signifie Massive Open Online Course, c'est-à-dire un type de formation à distance, en ligne, et capable d'accueillir un nombre illimité de participants. Ça va de milliers de participants à plus de 100 000 pour certains MOOC. Donc, il est accessible via une plateforme française, Fun Numérique, qui est FunMOOC.
Et quoi de mieux pour vous présenter ce MOOC santé environnementale que de vous présenter son teaser qui a été réalisé par l'équipe de la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université de Bordeaux. Portée par les préoccupations sociétales et les progrès scientifiques, la santé environnementale connaît un intérêt grandissant dans le domaine de la santé publique. Que vous soyez professionnel de santé, professionnel en santé environnementale ou ayant des connaissances scientifiques en santé, curieux et à la découverte de ce secteur en plein essor, ce MOOC vous offre la possibilité de vous sensibiliser à de nombreuses thématiques de la santé environnementale. Pollution, pesticides, nuisibles, écrans, santé au travail, air intérieur et bien d'autres encore. Dans ce MOOC, vous retrouverez différents milieux de vie, de la campagne à la ville, de la vie quotidienne au milieu professionnel, à travers différents types de populations, de l'enfant à la personne âgée, du couple avec désir de grossesse, mais également des travailleurs et des populations en situation de vulnérabilité. Mis en œuvre à travers le plan régional santé-environnement, ce MOOC, composé de 8 modules d'1 heure à 1h30 d'apprentissage chacun, vous apportera des notions, des concepts, des références, ainsi que de nombreux conseils pratiques et outils au plus proche des situations rencontrées par les professionnels de santé. Reconnaissez donc le logo du MOOC santé environnementale. Donc on reprend bien le logo du PRSE, puisqu'en effet ce MOOC a été créé dans le cadre du PRSE. Et nous avons donc 8 modules. Avec pour ces modules, on a choisi une entrée soit par population, soit par milieu de vie, pour être finalement au plus proche. Ce n'est pas mon ordi. Sarah? Donc on a en effet choisi une entrée par population, par milieu de vie, pour être au plus proche finalement des situations que peuvent rencontrer les professionnels de santé. Donc pour chaque module, on a choisi des logos et une couleur qui sont retrouvés à chaque fois dans les vidéos des différents modules. Alors, je vais quand même vous présenter ce qu'on peut retrouver dans chaque module. Donc le module 1, qui est Introduction à la santé environnementale, reprend finalement les concepts de ce qu'est la santé environnementale et ce qu'on a besoin de connaître finalement en santé et environnement. Donc on a une première vidéo sur la salutogenèse et la pathogenèse, une vidéo sur la définition de la santé environnementale, une vidéo sur les concepts importants pour bien comprendre la santé environnementale que sont l'exposition, le risque et le danger, une vidéo sur les différentes approches pour étudier la santé environnementale, une vidéo sur les paysages des acteurs de la santé au travail et environnementale et une vidéo sur l'exposome. Vous voyez sur la droite les rédacteurs de ce module et on a aussi sur le site les relecteurs qui ont aidé à contribuer à la rédaction de ces modules. Pour le module 2, qui est le couple avec désir de grossesse et la femme enceinte, la première vidéo porte sur le DOHAD et les perturbateurs endocriniens. La deuxième, les effets sur la reproduction. La troisième vidéo sur les expositions. La quatrième vidéo sur les accompagnements des parents. Et la cinquième vidéo est une vidéo conseil. C'est vraiment quel conseil le praticien peut donner en pratique clinique. Et il porte pour cette vidéo sur l'accompagnement des parents. Pour le module 3 sur l'enfant et l'adolescent, on a une vidéo sur la nutrition, une vidéo sur écran et interaction, une vidéo sur les cosmétiques, une vidéo sur la puberté précoce et l'obésité, et la vidéo conseil est sur l'air intérieur. Le module 4 est sur la santé des personnes au travail avec une vidéo sur l'histoire et les missions des services de santé au travail, une vidéo sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, une vidéo sur les cancers professionnels et une vidéo sur les expositions chez les professionnels de santé. Il n'y a pas de vidéo conseil mais un récapitulatif pour ce module.
Dans le module 5 sur les populations en situation de vulnérabilité, on a la première vidéo sur les concepts, la deuxième sur les vulnérabilités particulières, la troisième sur le saturnisme, la quatrième sur l'emploi et le logement, et la cinquième, la vidéo conseil, et sur l'habitat insalubre. Pour le module 6, l'habitat en milieu rural, on a en première vidéo les problématiques environnementales en zone rurale, une vidéo qui aborde les différents milieux que sont l'air, l'eau et le sol, une vidéo sur l'habitat, une vidéo sur les pesticides et la vidéo conseil est sur la légionellose. Pour le module 7, l'habitat en milieu urbain, on a une vidéo sur le bruit, une vidéo sur les champs électromagnétiques, une vidéo sur les nuisibles et une vidéo sur la pollution atmosphérique, avec une vidéo conseil sur les moustiques et le bruit. Et enfin, pour le module 8 sur la personne âgée, la première vidéo porte sur l'isolement, la deuxième sur climat et santé, la troisième sur environnement physique et chute, et la quatrième sur maladies chroniques et neurodégénératives. Et la vidéo conseil porte sur la nutrition, la déshydratation et les pratiques physiques. Alors bien sûr, on a fait des choix sur certaines questions environnementales qu'on a choisi de traiter dans certains modules et pas dans d'autres. Évidemment, ce qui est bien expliqué au début, c'est que ces expositions environnementales, on peut les retrouver pour d'autres populations que celles dans les modules dans lesquels elles sont traitées. Mais on a quand même choisi cette approche par population pour quand même que ça parle aux professionnels de santé. Donc je vais laisser Ophélie vous présenter ce qu'est une vidéo acteur et ce qu'est une vidéo conseil. À partir, tu vas aller sur le site internet du MOOC pour vous montrer même la page d'accueil du MOOC. Donc, je vais vous présenter le MOOC du côté apprenant, directement sur la plateforme. Alors ici, on est donc sur le MOOC santé environnementale et comme vous le voyez, la rubrique verticale, c'est donc tous les modules. Donc, nous choisissons un module qui nous intéresse. Ici, on va prendre le module 2, le couple avec désir de grossesse et la femme enceinte. On va prendre donc la sous-partie 2A des perturbateurs endocriniens et nous allons vous présenter une des vidéos pédagogiques qui a été réalisée ici par le pôle immédiat de l'Université de Poitiers. Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau module s'intéressant au couple avec un désir de grossesse et à la femme enceinte. Il est mis en avant une période très importante pour la future maman où divers troubles visibles de l'enfant peuvent apparaître. C'est la période dite des 1000 premiers jours. Elle correspond aux 270 jours de la vie intra-utérine et aux 2 premières années de vie de l'enfant. Selon l'hypothèse de l'origine développementale de la santé et des maladies, les expositions à des environnements particuliers pendant cette période, qu'ils soient chimiques, biologiques, physiques, psychosociaux ou encore nutritionnels, peuvent avoir des conséquences visibles à la naissance ou plus tard dans la vie. En anglais, on parle de l'acronyme DOAD pour Developmental Origins of Health and Disease. Quels sont donc les mécanismes impliqués dans l'origine développementale de la santé et des maladies? On parle de mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire des processus moléculaires qui modifient l'expression des gènes sans en modifier le code. Ça rend alors difficile la lecture du code génétique. Pour imager, on peut dire que ce n'est pas la partition de piano qui change, mais la manière d'interpréter la partition. Parmi les facteurs agissant sur cette période, nous retrouvons des facteurs chimiques appelés les perturbateurs endocriniens. Mais qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? D'après la définition de 2002 de l'Organisation mondiale de la santé, un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange exogène qui altère les fonctions du système endocrinien et induit en conséquence des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact ou de ses descendants. Quelles sont ces actions? Les perturbateurs... Voilà, je ne vais pas tout vous montrer.
pour que vous puissiez le voir demain. Mais on est donc sur un type de vidéo ici qu'on appelle les vidéos acteurs, donc qui sont des vidéos qui sont quand même des vidéos courtes, puisque ce sont des vidéos pédagogiques et qui souvent ne dépassent pas 8 minutes. Je vais vous présenter le deuxième type de vidéo du MOOC, qui sont des vidéos animées, motion design, donc qui a été réalisée ici par l'équipe de l'ISPED. Donc nous allons aller dans le module 3, l'enfant et l'adolescent, et nous allons prendre l'air intérieur. S'il est commun de s'inquiéter de la pollution de l'air extérieur par la circulation routière, les activités agricoles ou industrielles, il est moins évident de reconnaître que l'air intérieur de son domicile est également pollué. Pourtant, nous passons entre 80 et 90% pour les citadins de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Logements, lieux de travail, transport, espaces de loisirs, et d'après l'ANSES, on peut dire que globalement, l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Le confinement, c'est-à-dire le fait de ne pas renouveler l'air, concentre cette pollution intérieure. Il s'agit majoritairement d'une pollution chimique liée aux matériaux, objets et activités domestiques. Contrairement à la voie digestive ou cutanée, l'air est respiré à 100% du temps. Et avec l'air, un environnement pollué pénètre facilement dans nos poumons et les échanges gazeux avec le système sanguin sont rapides. Les enfants ont une fragilité respiratoire spécifique. Leurs poumons sont des organes en développement et l'enfant peut inhaler jusqu'à 2 fois plus de polluants de par son volume pulmonaire, plus important proportionnellement à celui d'un adulte. Il est donc utile de rappeler qu'un renouvellement quotidien de l'air intérieur de son logement est crucial. Vigilance notamment pour la mauvaise évacuation des produits de combustion, de l'absence de ventilation dans la pièce, des défauts d'entretien des appareils de chauffage ou de production d'eau, mais aussi la mauvaise utilisation d'appareils. Ils peuvent entraîner des accidents à la maison et au travail. C'est le cas des intoxications en monoxyde de carbone, gaz toxique, responsable d'une centaine de décès chaque année en France. On pourra rappeler que l'aération et l'entretien des systèmes de ventilation permet de diminuer l'humidité et la présence de virus, et prévient la formation de moisissures potentiellement pathogènes. L'humidité peut également aggraver la pollution chimique, par exemple en facilitant la dégradation d'une peinture murale. Il s'agira bien sûr aussi ainsi de limiter la contribution de nos activités et habitudes quotidiennes à la pollution de l'air intérieur. En premier lieu, bien sûr, il s'agit de proscrire le tabagisme à l'intérieur des logements, mais aussi de citer les diffuseurs lançant des bougies d'ambiance et les aérosols, dont les produits insecticides, comme source de pollution à éviter pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et en réalité pour toute la famille, même quand ceux-ci sont à base de produits naturels. Ainsi, même si les changements à mettre en place sont parfois nombreux, il est évident que l'aération reste le point déterminant à rappeler aux patients. Son rôle de geste barrière central dans la lutte contre l'épidémie de Covid est un argument supplémentaire à ne pas hésiter à mettre en avant. Voilà, oui. Parfait. Donc voici une vidéo conseil. Donc, suite à ces vidéos conseils, vous retrouverez très souvent ce qu'on appelle des kits de prévention. Donc, c'est-à-dire des outils pratiques à destination des professionnels de santé, mais aussi à destination ici des patients. Donc ici, exemple lié à l'air intérieur ou lié au module de façon générale, vous allez retrouver toutes les thématiques, donc la puberté précoce, les perturbateurs endocriniens, les bons gestes à adopter. Et il suffit donc de cliquer directement sur l'icône pour récupérer la fiche ou le flyer à imprimer ou à donner à vos patients. Donc nous n'irons pas plus loin. Je vous laisse donc voir tout ce qu'il y aura sur la plateforme demain. Mais déjà, je te laisse l'annoncer. Donc on a dépassé les 5000 inscrits ce soir. Donc on va
je vais donc laisser la parole à nos partenaires, les URPS. J'appelle Monsieur Jean-Luc Delaban, Dr Jacques Wehmer, Madame Catherine Ourtiguet, Monsieur Michael Moulon, Monsieur Paul Branger. Et nous excuserons donc l'URPS infirmiers libéraux qui ne pourra pas être là puisqu'ils sont en forum bien-être aujourd'hui et demain, si vous souhaitez y aller. Merci. Bonsoir à tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main depuis le début de cette réunion. Je voudrais commencer par un grand merci à toute l'équipe avec qui on a travaillé beaucoup en visio parce que c'était en période du Covid et puis parce qu'on est un peu tous éloignés géographiquement. Ça a été difficile et puis un remerciement plus appuyé à Ophélie qui a eu une patience admirable d'accompagner les libéraux au début de ce projet. Je me souviens des réunions à l'URPS où ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, mais elle nous a compris, elle a su s'accrocher et ça a été bien. Je commencerai par un bref rappel de ce qu'est l'URPS médecin, parce que peut-être tout l'auditoire ne sait pas de quoi il s'agit. Hein. Donc, très vite fait, l'URPS médecin, c'est la voix des 15 000 médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine, hein, 6 500 généralistes et 5 500 spécialistes. C'est la voix que porte notre structure, la voix auprès des institutions, puisqu'on est le partenaire officiel des agences régionales de santé, mais aussi au plus bas du territoire, dans les plus petits territoires, tout comme au niveau des directions régionales. Les URPS sont surtout des outils techniques, hein, et notre mission majeure est celle de l'organisation du soin, d'accompagner les professionnels de ville dans le changement du monde de la santé. Dieu sait si en ce moment les changements sont importants. Et on accompagne ce changement avec plein de commissions où on fait le travail collaboratif, etc., etc. Mais pour revenir sur notre sujet de ce jour, on a aussi, en particulier à l'URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine, l'envie et l'idée de promouvoir des outils qui aident nos confrères à rentrer dans une médecine 3.0, si je puis me permettre, qui va être la médecine de demain. Et ces outils, où on les développe, ou en tout cas on en fait la promotion, on en fait l'accompagnement, ils doivent, pour que l'URPS les valide, répondre à 3 critères. Et vous comprendrez pourquoi on a un peu été à l'origine de celui-là. Ces 3 critères, c'est que, premièrement, et ça a été rappelé, nos outils doivent être éthiques. Éthique, ça veut dire que nous ne voulons pas que les données qu'on peut prendre, et surtout les données de nos patients, aillent se balader dans des sociétés, des start-up industrielles qui revendent toute la data au plus offrant et dans les GAFAM. C'est notre première mission, notre première volonté dans notre charte. La deuxième, c'est que nos outils soient pratiques. Pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils soient à la main des médecins libéraux. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait d'outils qui est pondu par un industriel qui ne connaît pas le cahier des charges. Et on l'a vu combien de fois, les médecins ne vont pas se les approprier parce qu'ils ne répondent pas à un vrai besoin. Et on s'appropriera des outils que s'ils répondent à un vrai besoin. Et le troisième, c'est évidemment que l'outil soit accessible, hein, et qu'on ne soit pas la vache à lait de start-up, c'est-à-dire qu'il soit fait au prix coûtant. Et nous, on valorise des outils qui sont dans ce cadre-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, au travers des manières dont travaille l'URPS médecin, il y a des délégations et il y a des commissions. Et il y a une commission qui n'est pas fréquente dans toutes les URPS et que j'ai le plaisir d'animer depuis plusieurs mandatures, qui est la commission santé-environnement. Et cette commission se bat depuis toujours parce qu'elle a compris et on a eu la remontée de nos médecins de terrain, hein, parce que c'est aussi ça la force de l'Union, c'est d'avoir la remontée des 12 000 médecins de terrain ou des 15 000 médecins de terrain de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. On a eu la remontée de nos médecins qui nous disent on ne sait pas quoi répondre à nos patients qui nous interrogent de plus en plus sur des problématiques de santé environnementale. On lit ça, on lit le reste. Alors évidemment, on lit
des choses extrêmement effrayantes faites par des groupuscules hyper écolos, etc. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. D'un autre côté, il y a des gens qui sont négationnistes et qui disent non, non, on peut faire tout et n'importe quoi. Quel est le vrai ? Un médecin doit quand même pouvoir à un moment s'appuyer sur des données validées pour éclairer ses patients. Et là, on n'en avait pas. La formation initiale, on l'a vu, elle a été, pour ne pas dire inexistante, au moins pour des gens de ma génération. Hein. Et donc, on avait une envie de formation. Et vous l'avez rappelé, madame, à l'aube du PRSE 3, l'enquête qu'avaient fait les organisateurs du PRSE a bien remis les professionnels de santé du premier recours comme l'interlocuteur privilégié dans le domaine aussi de la santé environnementale. Donc, comme depuis longtemps nous avions une commission santé-environnement, on a, je ne vais pas dire pas forcé la porte, mais on s'est beaucoup invité dans les PRSE et le précédent avant le 3, en disant il faut absolument qu'on apporte notre expertise parce que tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup autour de la santé à l'extérieur du domicile, mais nous, on est encore les derniers à aller chez les gens, et puis quand même, les gens, ils passent les 2/3 de leur temps chez eux. Donc, leur donner des conseils sur ce qu'ils font chez eux, ce n'est pas inutile. Et nous avons fait la première action, qui est la 11, je me retourne vers Sabine, je ne me trompe pas de numéro. Hein. Alors celle-là, c'est la 17, mais la précédente, qui était celle qui a donné lieu à cette fiche, hein, que je vous remercie d'avoir donnée à tous les organisateurs, c'est-à-dire qu'on a voulu créer un outil qui parle au patient, qui est écrit en langage patient et qui répond à qu'est-ce qu'il faut faire au domicile pour mieux se protéger en termes de santé environnementale. Elle est déclinée sur 3 axes, ce que je respire, ce que je touche et ce que je mange. Et elle a été cofinancée aussi par la région et l'Agence régionale de santé. Et cette fiche a été reprise par le contrat local de santé Bordeaux Métropole et elle existe sous 3 motion design. Et je me bats depuis un certain temps pour que ces motion design soient repris dans un travail collaboratif parce qu'ils sont hyper intéressants et ils sont extrêmement bien faits pour les patients. Et c'est un premier truc qu'on peut donner aux patients ou communiquer pour accomplir une meilleure santé environnementale chez soi. Alors, la deuxième action, c'était l'action 17, et je me souviens avec Michael, notre ami kinésithérapeute, la première réunion que nous avons eue à Poitiers, à l'université de Poitiers, où on a dit il faut que les professionnels du premier recours soient mieux formés à la santé environnementale, et comment on va faire, parce que le DIU qui existe, qui est hyper performant, il n'est pas du tout adapté. Et je reviens à ce que je vous ai dit sur les outils de l'Union, il fallait qu'ils répondent à notre critère adaptable, utilisable par les médecins du premier recours. Et nous avons lancé l'idée d'un MOOC avec des entrées faciles qui répondent à des thématiques précises et qui permettent donc aux professionnels de santé d'aller chercher une information validée, précise, formatrice, et pour répondre au moment à leurs patients. Et puis, après, le travail s'est fait avec les autres URPS. Là, le financement avec le cofinancement avec les URPS, suivant nos moyens, et puis avec la région et l'université et l'ARS, dont les moyens sont évidemment plus larges que ceux des URPS. Et nous avons un projet abouti, et je m'en félicite. Ce n'est pas si fréquent de voir un projet aussi collaboratif qui mette en transversalité toutes ces institutions, qui a abouti, qui est déjà un succès, hein, et vraiment, voilà. Alors comme je ne peux pas finir par que de l'optimisme, je vais mettre un petit bémol, c'est l'accessibilité de ça. Hein. Moi, je plaide pour qu'il n'y ait pas besoin d'une inscription trop compliquée, d'une inscription sur un temps donné et après on ne peut pas aller chercher. Je plaide pour une ouverture permanente de ça, pour que les médecins ou les autres professionnels de santé puissent se loguer à n'importe quel moment pour aller chercher l'information dont ils ont besoin. J'ai dû être trop long comme d'habitude, mais pardon, et je passe la parole au suivant. Merci Jean-Luc, effectivement. Non. Alors, moi c'est encore avant. Non, toujours pas. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être plus rapide. Je suis moi aussi
enchanté d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de passer tout le constat que nous partageons et que je crois que quand on arrive au 7e ou 8e discours, on va éviter de reparler du PRSE, du PNSE 1, 2, 3, 4. Je vais vous parler de la spécificité des chirurgiens dentistes et de notre activité parce qu'elle est très génératrice de déchets et potentiellement toxique et dépendante de l'usage courant de produits chimiques. En tant que professionnels de santé, nous gagnerons, nous aussi, et j'aime beaucoup ce mot, à être exemplaires en nous efforçant de limiter l'impact environnemental de notre activité et de nos cabinets et en étant vecteur de cette fameuse promotion de la santé environnementale. Pour faire face à ces enjeux, évidemment, il y a eu aujourd'hui la création de ce MOOC et je vous en remercie. Et effectivement, l'URPS des chirurgiens dentistes de Nouvelle-Aquitaine souhaite être un acteur de cette démarche environnementale et je souhaiterais à titre personnel remercier encore une fois Hélène Fortin qui a participé à la création de ce MOOC et qui malheureusement ne peut pas être là ce soir pour des bonnes raisons. Par des gestes simples, le chirurgien dentiste peut s'engager dans une démarche d'éco-responsabilité et de promotion de la santé environnementale. Ainsi, il protégera sa santé, celle de son équipe, celle de ses patients, mais également celle des générations futures et de l'environnement. Alors, effectivement, le chirurgien dentiste a un rôle à jouer en termes d'information, de formation. Je parle souvent, moi, d'hygiène bucco-dentaire, effectivement, mais aussi d'hygiène nutritionnelle, puisque vous savez les liens entre nutrition et apparition des maladies carieuses et des maladies buccales. Mais nous avons aussi une démarche vertueuse qui peut et qui doit s'illustrer via différents critères environnementaux ou sociaux que nous, praticiens, nous pourrons objectiver dans la gestion de nos cabinets. Et je vais vous prendre quelques exemples très rapides, je vous rassure. Alors on a parlé tout à l'heure d'économie d'énergie, on a parlé de la qualité de l'air tout à l'heure intérieur, et on l'a vu pendant le Covid avec l'aération. Et nous, pendant le Covid, nous aérions nos cabinets à cause des aérosols 20 minutes entre chaque rendez-vous. Vous imaginez hein, ce que ça entraîne dans la gestion du cabinet. La gestion optimisée des déchets qui permet de réduire les volumes. Quand on reçoit des commandes au fil du temps et qu'on voit des grands cartons, qu'on enlève le grand carton, qu'on a un petit carton, puis un petit carton pour une seringue qui fait cette taille-là, c'est du vécu tous les jours. Le développement des achats responsables, prendre le temps de réévaluer les critères d'achat, privilégier les produits labellisés quand ils sont disponibles ou sans substance CMR. Hein. Et je vous ferai part aujourd'hui de la question du cobalt, mais qui est une grande problématique pour la profession dans les années à venir. Et enfin, une question qu'on n'a pas évoquée, mais qui me tient à cœur, c'est la question de l'antibiorésistance. Il faut savoir aujourd'hui que les chirurgiens dentistes sont prescripteurs de 10% des antibiotiques sur le territoire français et qu'il va falloir lancer une grande campagne de formation et d'information pour faire en sorte que ces prescriptions soient en adéquation, tout aussi bien en qualité qu'en quantité et qu'en durée, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je trouve ça intéressant de vous parler de ces initiatives et de les inscrire dans une démarche d'amélioration continue et de valorisation auprès de nos patients. Bien sûr, toutes ces actions visant à réduire l'empreinte environnementale et l'empreinte environnementale du cabinet ne sauraient se faire au détriment de la qualité exigée, je le rappelle, pour la sécurité de nos patients et du respect des réglementations. Merci encore et longue vie à ce MOOC. Merci. Donc oui, moi je suis président de l'URPS des sages-femmes de Nouvelle-Aquitaine. Merci Monsieur Delabande d'avoir rappelé le rôle des URPS. En effet, dans ce contexte de pandémie, de maladies métaboliques et de cancer, on sait que la santé environnementale est un pilier de la prévention de ces pathologies. Et c'est vrai que la sage-femme, en accompagnant une population cible de cette prévention, est vraiment une professionnelle qui va être actrice de cette prévention, avec pas mal de choses qui ont été mises en place, avec une consultation de prévention pour les jeunes femmes de moins de 18 ans, avec un bilan prénatal, avec un entretien prénatal et un entretien spécifique justement à ces éléments de prévention qu'il faut d'une part populariser au sein des populations et d'autre part des sages-femmes qu'il faut former. Et je pense qu'en effet, cette nécessité de formation des sages-femmes libérales, malgré une surcharge d'activité, il faut le rappeler, la plupart des professionnels de santé sont déjà débordés. Personnellement, les 12 heures m'ont fait peur. Mais je les regarderai quand même, Ophélie. Et ça me fait rappeler tout à l'heure, en effet, les facteurs de stress qui sont évidemment à prendre en compte dans cet environnement. Ce travail
que j'ai pas vraiment accompagné car je suis arrivé un peu après le début. Ce travail a été fait par de nombreux acteurs pour la création de ce MOOC, et comme on rappelait, cet effet transversal est très très intéressant. Et en lien avec beaucoup d'autres travaux, on a parlé des 1000 premiers jours, des perturbateurs endocriniens, de l'iode, de différents acteurs de cette santé environnementale. Et je suis persuadé que toute la profession veut participer et être associée à ces projets. Je n'en suis qu'un représentant, mais toutes mes collègues sont sensibles à cela. En vous remerciant de tout le travail qui a été fait, merci. Merci. Bonsoir, je suis ce soir la représentante des pharmaciens parmi vous, donc URPS pharmaciens, et je suis particulièrement contente parce qu'au sein de l'URPS, en fait, je travaille sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est quelque chose qui nous touche. On est de plus en plus sensibilisés en termes de pharmaciens. Voilà, on a des questions de nos patients. On souhaite que les pharmaciens s'investissent de plus en plus. Alors, la santé environnementale, oui. Les perturbateurs endocriniens, c'est notre cheval de bataille pour l'instant. Mais j'aurai grand plaisir à suivre, moi, ces heures de formation parce que ça m'intéresse. Enfin, personnellement, ça m'intéresse. C'est vrai que sur le portail de l'URPS pharmacien, on pourra s'inscrire aussi directement à votre MOOC. Donc, c'est bien. Voilà, et bon, je n'ai pas trop l'habitude de discuter comme ça, voilà. Donc je vais très vite passer la parole à mon voisin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, chers tous. J'ai fait la version courte. Bon, ben, j'ai l'honneur et le plaisir de terminer cette présentation des URPS. Alors, moi, je voulais vous faire part d'abord de la satisfaction de l'URPS d'avoir participé à cet événement et d'avoir participé à la création, à la mise en place. À la rédaction même. Oui. Et à la mise en place de ce MOOC. Je voulais remercier tous les acteurs, les promoteurs, les financeurs qui ont participé, et puis je voulais aussi vous faire part de ma satisfaction personnelle parce que, comme l'a rappelé Jean-Luc Delaban tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui ont été à la réunion, qui étaient initiatrices de ce projet, et je vous avoue que ça fait toujours plaisir d'arriver, alors même si c'est le début d'une aventure, c'est aussi la fin d'un parcours, et toujours plaisir d'arriver à une réalisation d'une idée, réalisation peut-être à un moment de ce qui aurait pu paraître une utopie, et maintenant on est dans du concret, on voit que c'est déjà une réussite sur le fond, parce que la forme est magnifique. Moi je suis allé voir un peu aussi ce qu'il y avait, c'était vraiment, vraiment superbe. Alors certainement il y aura des améliorations, mais c'est le principe de la qualité, donc on améliore toujours les produits, mais il faut partir de quelque chose déjà quand même très abouti. Réussite aussi parce que 5000 personnes inscrites, c'est quand même formidable. Et à mon avis, ça n'est qu'un début. Alors nous, en tant qu'URPS, on a communiqué aujourd'hui sur le MOOC, hein, donc on a touché tous les masseurs kinésithérapeutes donc de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est là aussi vraiment quelque chose. Et puis en tant que quand j'étais président de l'URPS des masseurs kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, moi j'étais très attaché à ce sujet. On a mis en place des actions de formation alors sur les perturbateurs endocriniens, des actions de formation, on parlait tout à l'heure du tabagisme, sur les problématiques notamment d'air intérieur, enfin sur tous ces sujets. Et donc je vais essayer de faire court, parce que moi aussi je suis bavard comme certains de mes prédécesseurs. Et juste pour dire que en effet, l'environnement, la santé environnementale, c'est vraiment un thème d'actualité, un thème d'avenir, avec un avenir certain, voire un certain avenir. Ça nous le dira plus tard. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Nous tenons vraiment à remercier les URPS qui se sont vraiment investis dans ce projet
tant par la rédaction, par la relecture des scénarios, des scripts, mais aussi comme Eliane Fortin qui a participé à la création d'un des modules, celui d'Isabelle Baldi en tant que présentatrice. Donc merci d'y avoir participé. Donc je vais laisser la parole à Isabelle Baldi et Sylvie Rabouin pour la suite de la conférence sur la santé environnementale. Bonsoir à tous. Nous avons souhaité effectivement accorder un petit temps à un retour sur le contexte plus général de la santé environnementale, en démarrant sur effectivement voilà, une illustration qu'on a souhaité très inscrite à la fois dans le temps et dans le territoire, en partant donc de cet événement qui nous a tous touchés très fort, qui était ces feux de forêt survenus dans l'été. Donc je pense que cette image, vous la connaissez, elle vous fait mal au cœur comme à moi-même. Et vous voyez aussi que c'était bien sûr une année très particulière. On voit que tous les ans, il y a des surfaces forestières qui brûlent. Mais là, on est quand même sur une surface qui dépasse tout ce qu'on a connu, en tout cas récemment, et même dans l'histoire, de façon très, très claire. Alors cette situation-là, en fait, quand on regarde ce qui s'est inscrit dans les médias en premier, ou plutôt les premières pensées qui sont venues, elles n'ont pas forcément été sur la santé. Et c'est finalement assez souvent comme ça que ça se passe quand on est dans le sujet de l'environnement. Et donc on voit que les titres des journaux ou les grands intitulés parlaient plus d'économie, de paysage. On s'est inquiété pour la dune du Pilat, on s'est inquiété pour les flots bleus et les campings. On s'est aussi inquiété sur l'aspect tourisme. Et puis on a aussi quand même pensé un peu à l'environnement, à la biodiversité, en pensant à tout ce que ça pouvait avoir comme conséquences sur la biodiversité, les conséquences pour les chevreuils, pour les lézards. Donc tout ça est arrivé très très vite dans les premiers titres. On a aussi assez vite rebouclé avec ce qui aujourd'hui nous préoccupe aussi au premier plan, qui est le réchauffement climatique, en se demandant si en fait ces incendies étaient la conséquence de ce réchauffement climatique ou s'ils pouvaient aussi en être éventuellement une cause aggravante. Et les deux sont évidemment des réponses justes. Donc, malgré tout, je pense que dans nos esprits, on a oublié que cette situation-là, elle s'était déjà produite dans notre département, avec août 49, donc pas beaucoup d'entre nous étaient là, c'est sûr, mais c'est clairement une situation vécue qui a été très douloureuse et très impactante, parce que non seulement des grandes surfaces ont brûlé sur cette période-là, 52 000 hectares en 6 jours, hein, vous voyez par rapport aux surfaces que je vous ai montrées tout à l'heure, le panache était visible à plus de 100 km, il y avait une nuit noire sur Bordeaux, mais surtout, ce qu'on n'a pas connu cette fois-ci, il y a eu 82 morts dans cette situation d'incendie, surtout la partie Saucat et communes environnantes. Peut-être une petite vidéo pour vous resituer ce qui s'est passé à ce moment-là, et surtout, on va dire, notre contexte. Je ne sais pas si la vidéo peut... Le massif forestier des Landes de Gascogne va connaître l'un des plus terribles feux de forêt jamais observés en Europe. Les premiers sauveteurs s'activent, mais ils vont être rapidement débordés. Plusieurs contre-feux sont allumés, les villages de Salles et Mios sont menacés. Alors, et oui, les images, elles sont un peu anciennes, mais surtout, on voit à quel point on était à l'époque encore plus démunis avec des arrosoirs pour essayer d'arrêter un incendie meurtrier. Donc tout ça, c'est toujours pas la santé de l'homme. On en vient en fait finalement souvent en deuxième ligne hein, quand on parle d'environnement. Et pourtant, la santé de l'homme, elle est bien concernée de façon évidente. Donc on a commencé à considérer que ces incendies dégradaient la qualité de l'air et qu'elles menaçaient la santé humaine. Il n'y a pas de doute sur le fait que la pollution de l'air est reconnue comme un cancérogène, certain, hein, notamment par le Centre international de recherche sur le cancer. On estime à 339 000 morts par an au niveau mondial donc les conséquences des feux de forêt. C'est quand même un phénomène qui n'est pas du tout négligeable et se pose beaucoup de questions parce qu'en fait ces incendies de forêt, c'est des mélanges complexes de polluants avec des combustions qui sont incomplètes et qui finalement conduisent à des recombinaisons de molécules et des résidus assez compliqués à analyser sur le plan toxicologique, qui sont en fonction des espèces végétales qui brûlent, qui sont en fonction du régime de combustion, qui sont en fonction de l'humidité de l'air. Nous, avec nos forêts de pins, il se passe des choses particulières qui ne sont pas forcément celles des incendies des forêts de chênes, avec la production de terpènes. Donc on a une phase gazeuse qui est évidemment très riche et très
multiples, et puis des particules aussi qui sont présentes dans l'air et qui vont pouvoir avoir un impact sur la santé humaine. J'ai juste rajouté les retardateurs de flamme, parce que c'est aussi donc quelque chose qui vient compliquer ce mélange chimique qui est présent dans les feux de forêt, avec des produits bromés qui peuvent, sous l'effet de la chaleur aussi, relibérer des dioxines et autres molécules. Donc une petite illustration de nouveau sur ce que l'INERIS a pu enregistrer et le panache de fumée. Je pense que c'est important de se figurer à quel point il était visible et à quel point il s'est déplacé et il a impacté finalement des populations à une large échelle, puisque même Paris s'est plaint d'avoir senti nos feux de forêt. Donc ça, c'est un point capital parce que ce qui est très important à essayer d'identifier et d'authentifier, c'est l'exposition des populations. Et donc ce panache de fumée qu'on a pu voir par l'INERIS, il s'est aussi traduit à l'échelle de notre métropole par des montées de particules dans l'air. Là, vous avez l'illustration de la station, je crois que c'est celle qui est sur les boulevards, qui enregistre en continu, et pas seulement lors de cet épisode, hein, c'est les données d'Atmo, les teneurs en particules, en PM10 et en PM2,5, et on voit très nettement, donc entre ce 18 juillet et ce 19 juillet, des teneurs qui vont monter de façon extrêmement spectaculaire dans l'air de la métropole. Et vous savez que ces particules, bon, je ne vais pas faire un cours sur les particules, d'ailleurs Fleur le ferait beaucoup mieux que moi, elles ont un impact de santé qui est fonction de leur taille. Plus les particules sont fines, plus elles peuvent pénétrer loin dans l'arbre bronchique et ensuite pénétrer au niveau des alvéoles pulmonaires et se disséminer dans tout l'organisme. Donc c'est des impacts de santé qui sont de mieux en mieux connus et qui sont tout à fait importants à considérer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé d'enseignement, mais tout ça, si on peut faire de l'enseignement aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des recherches très actives sur le plan scientifique, et notamment sur ces particules. Il y a une recherche toujours renouvelée, avec des questionnements qui se multiplient. Vous voyez qu'au niveau international, les titres des journaux sont nombreux pour aborder les particules de manière générale, mais même les particules liées aux feux de forêt ont pu être étudiées plus spécifiquement parce qu'ils posent des questions particulières. Donc on connaît les effets des particules sur la santé, pour un grand nombre d'effets en tout cas, notamment à court terme, pour des concentrations élevées. On sait qu'on peut augmenter la mortalité, les admissions hospitalières, que ce soit pour des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. On sait un peu moins bien, mais on commence quand même à avoir de la documentation assez sérieuse sur des effets à plus long terme de concentrations qui sont moins élevées, sur le cancer du poumon, sur la bronchopneumopathie chronique obstructive, sur des infections respiratoires basses, y compris l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a là-dessus des données scientifiques aujourd'hui, et donc on n'est pas dans quelque chose où on fait simplement des supputations. Et puis il y a des questions de recherche pour l'avenir sur ces particules. Comme je l'ai dit par rapport aux feux de forêt, mais finalement on ne connaît pas très bien les expositions, ce qui est ce mélange complexe qui est produit lors de la combustion. On ne sait pas non plus complètement, même s'il y a des choses qui ont été faites, et j'en reparlerai ensuite, les bonnes actions de prévention, celles qui seront les plus efficaces par rapport aux populations. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là aussi. Et puis, on parle feu de forêt, population générale. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des professionnels qui se sont retrouvés en première ligne, les pompiers notamment, et que la santé des pompiers, c'est quelque chose aussi qui est un sujet important et sur lequel il y a encore beaucoup de travaux à mener. Et puis, on va un peu plus loin aussi dans les particules. Aujourd'hui, on parle de nanoparticules. Alors, il y a les nanoparticules intentionnelles qui sont fabriquées par l'homme. Vous n'imaginez pas à quel point elles sont présentes dans votre environnement aujourd'hui, dans des objets les plus incroyables possibles, dans des chaussettes, dans la pellicule des médicaments. En fait, on utilise des nanoparticules pour des choses à la fois futiles et parfois très utiles par ailleurs en médecine. En tout cas, ce sont des éléments qui sont de plus en plus présents dans nos environnements et pour lesquels on peut se poser des questions particulières parce qu'elles sont très petites, évidemment, et donc elles ont une surface de contact plus grande, elles traversent des barrières biologiques et elles ont une réactivité biologique particulière qui peut entraîner des effets de santé qu'on n'a pas forcément encore bien prévus et bien identifiés. Alors j'en profite parce que les pesticides sont un peu
mon sujet, que notamment dans les pesticides, aussi incroyable que cela puisse paraître, les nanopesticides existent et sont très utilisés aujourd'hui parce que justement, ils ont une plus grande efficacité en allant plus loin dans le vivant et on n'a pas une très bonne maîtrise de ce qui se passe sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors, je vous parle de recherche, mais bien évidemment, comme toujours, et surtout dans le domaine de l'environnement, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout encore qu'il ne faut pas faire. Et donc, les connaissances dont on dispose, elles sont déjà utiles à l'action. Et donc, on a pu voir, à l'occasion de ces feux de forêt, une gestion qui a été mise en place par les structures régionales de santé. Je ne vais pas les mettre à l'écran ici, mais la plupart d'entre vous les connaissent. Ce qui a été diffusé au travers des points épidémiologiques, du point épidémiologique régional de Santé publique France, ou ce que l'ARS a mis en ligne sur son site pour que les personnes aient des repères sur ce qui pouvait être fait. Et donc, on a eu cette possibilité, même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation en recherche, d'avoir une action concrète. Et c'est l'occasion aussi de dire que pour les professionnels de santé, cet épisode-là aussi a été impactant. Enfin, en tout cas, il y a eu des actions à mener. Gérer l'impact psychologique, on a parlé de stress tout à l'heure, c'est évident que les facteurs environnementaux y sont souvent associés. Prendre en charge les effets court terme qui ont pu se produire à l'occasion même des feux. Ne pas ignorer les effets retardés, puisque je vous l'ai dit, les conséquences à long terme, elles sont de mieux en mieux connues et elles sont relativement graves. Et puis le rôle essentiel de communiquer, d'informer, de prendre sa part dans la prévention au travers des connaissances déjà disponibles. Alors le MOOC, dans tout ça, on va essayer d'y revenir un peu, même si on partira après sur des concepts plus larges. Alors le MOOC, il ne va pas évidemment donner des données extrêmement précises sur des sujets aussi spécifiques, mais il donne des repères sur des questions de santé environnementale et permet de construire les raisonnements en lien avec les populations, parce que c'est l'entrée qu'on a choisie tous ensemble. Et donc, par exemple, vous l'avez déjà vu, là je fais un peu de la répétition, mais on a des données sur ce qui se passe pour le fœtus et le jeune enfant, pour les adultes au travail, pour les personnes âgées, en milieu rural ou en milieu urbain. Donc tout ça peut tout à fait connecter avec un sujet spécifique, comme par exemple les feux de forêt. Et plus spécifiquement, même si on n'a pas de vidéo sur les feux de forêt, comprendre ce qu'est l'exposition, comment on aborde l'exposome de manière générale, c'est dans le module 1. Comment accompagner une femme enceinte qui viendrait rencontrer un praticien parce qu'elle est inquiète d'habiter à proximité d'une zone où ces fumées se produisent, c'est abordé dans le module 2. Les cancers professionnels et en particulier par rapport aux risques que les pompiers ont pu prendre dans cette situation-là, le module 4 va donner des clés. On a les situations de vulnérabilité dans le module 5 qui sont aussi bien sûr connectées. La question de la pollution atmosphérique est abordée dans le module 7, même si c'est sous d'autres aspects, mais on est quand même sur un sujet qui est tout à fait connexe. Et puis la question du climat et aussi la question des personnes âgées dans le module 8. Donc on voit que même si ce n'est pas un chapitre feu de forêt, on va trouver dans le module à plusieurs endroits des éléments qui vont répondre au questionnement. Ok, merci. Oui, donc pour finir, on a voulu regarder comment les concepts sont en fait au cœur de la pratique en santé environnementale. Ah, je recule, pardon. Et donc l'environnement, le concept d'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi, selon Einstein. Et j'ai choisi de vous représenter les déterminants de santé, qui sont en fait les facteurs qui vont influencer la santé d'une personne, au travers de cette représentation de deux chercheurs en santé publique, Dahlgren et Whitehead, proposés en 1991, et qui permettent justement de voir que l'environnement est très large, puisque ces déterminants de santé sont non seulement des facteurs liés à la personne proprement dite, mais se retrouvent dans son style de vie, dans les réseaux sociaux et communautaires dans lesquels elles évoluent, les conditions de vie et de travail de ces personnes, et d'une façon beaucoup plus large, dans les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Alors c'est vrai que dans ce sens-là, environnement, ça va être la qualité des milieux, l'eau, l'air, les sols. Mais grâce à cette représentation macroscopique des déterminants de santé, on voit bien l'environnement en santé environnementale qui englobe toutes ces dimensions. Donc la santé environnementale, en fait, c'est un concept qui est en évolution permanente.
et qui a été défini en 1994 par l'OMS lors de la déclaration sur l'action pour l'environnement et la santé en Europe. Mais on retrouve le concept en fait de santé environnementale sans que cela soit nommément utilisé par le terme dans les propos d'Hippocrate, dans son traité, où il nous dit que pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Donc depuis la fin du XVIIIe, l'homme est capable, à travers sa technique, l'évolution des techniques, des sciences, d'impacter fortement sur la planète par ses activités. Et cette empreinte anthropique se répercute aussi sur la santé des habitants et donc de la population. C'est pourquoi que le concept de santé environnementale, en fait, est en constante évolution, puisque notamment au début du XXIe siècle, la santé environnementale a à faire face à deux grands type de crise sanitaire, à la fois l'augmentation des maladies chroniques et aussi l'apparition de nouvelles maladies, l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Alors, c'est bloqué. Non, voilà. Donc, la santé environnementale telle qu'elle a été définie en 1994 comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés donc, par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, donc sociaux et psychosociaux, comme on l'a remarqué, mais aussi esthétiques de notre environnement. Ça concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles. Et là où c'est important, c'est qu'en santé environnementale, on va se préoccuper aussi de la santé des générations futures. En tous les cas, le premier plan national santé-environnement a débuté en 2004. Les plans se sont succédés. Dans le troisième plan, un concept nouveau, l'exposome, a été un concept qui a structuré la totalité des expositions aux facteurs environnementaux que va subir une personne de la conception tout au long de sa vie. Et c'est un concept fédérateur qui met en jeu des disciplines différentes, mais toutes au cœur de la santé environnementale. Donc le quatrième plan, comme on l'a évoqué, a été lancé l'année dernière et apporte un nouveau concept, qui est le concept de One Health, qui a été défini en décembre 2021 et qui reconnaît qu'il y a une interrelation, une interconnexion entre la santé des êtres humains, des animaux, des plantes et des écosystèmes. Donc en matière de santé environnementale, en pratique, quand une personne est malade, on va s'intéresser bien évidemment en premier lieu à prodiguer des soins. Mais en général aussi, on va essayer d'avoir une action en diminuant les facteurs de risque des maladies au travers de la prévention et de la protection. Mais compte tenu de la complexité des relations, des déterminants de santé en matière de questions de santé des personnes et de la complexité de la réalité de la vie, il est indispensable d'associer en complémentarité et simultanément un développement de la promotion de la santé, c'est-à-dire s'intéresser à la santé, s'intéresser à développer les ressources en santé. Et développer les ressources en santé avec autant d'importance au niveau individuel qu'au niveau collectif ou qu'au niveau sociétal, puisqu'en général, il s'agit de faire en sorte d'avoir des milieux de vie favorables à la santé. Donc dans cette logique, on rejoint bien évidemment les préoccupations du développement durable. Et d'ailleurs, en 2015, l'objectif numéro 3 mentionne exactement un objectif sur santé et bien-être des populations. Et en 2016, l'OMS, dans la déclaration de Shanghai, a justement aussi développé comment la promotion de la santé devait se développer en lien avec le développement durable. Donc ce qu'on vient d'expliquer pour la santé environnementale, finalement, va s'appliquer avec le nouveau concept du PNSE 4, qui est One Health, puisque là, on va non seulement s'intéresser à la santé des personnes, mais aussi à la santé des animaux, des plantes et des écosystèmes, puisque One Health reconnaît l'interconnexion
de ces trois niveaux, de ces trois strates. Donc merci de votre attention. Nous nous associons donc avec tous les partenaires pour souhaiter aux 5000, peut-être même plus maintenant, en quelques minutes, une satisfaction à suivre ce MOOC. Merci. Nous laissons donc la parole au président de la région. Vous voulez reprendre la parole? Oui, allez-y. Juste avant de laisser la parole au président, comme il y a un pot après, tout le monde va sortir, je voudrais que, avant de sortir prendre un pot ensemble, tous ceux qui ont participé à la construction de ce MOOC se retrouvent ici pour qu'on prenne une photo quand même. J'espère qu'il y aura assez de place sur l'écran. Merci Françoise. Bien, bonsoir. Pardon, j'ai pas pu me désaltérer d'une certaine manière. Je dis ça avant le pot de vos propos. Je trouve que c'est une très belle idée. Fomenter entre l'ARS et nous, et puis l'ISPED, et puis Poitiers, et puis les pharmaciens. Alors, vous venez d'évoquer un problème sur la santé animale, sur One Health. Il faut absolument qu'on associe dès le début des vétérinaires. Ce qui permettra de faire rentrer Limoges, parce que là on est en train de financer un centre de recherche sur les 3 santé. Et donc c'est un joli projet. C'est un projet qui tombe vraiment comme une belle pierre dans le jardin One Health, qui est un objectif, une politique que j'ai souhaité ouvrir à la région il y a 3 ou 4 ans, qui n'est pas si simple que ça. On nous dit, les biologistes nous disent, 80% des maladies humaines viennent de l'animal. On nous dit le problème de la santé, d'abord des agriculteurs et de tous nos concitoyens sur l'alimentation, est lié à la quantité de pesticides, de perturbateurs, de conservateurs, etc. Et on voit bien qu'on est là dans un monde global. Et peut-être d'ailleurs que le bon niveau pour travailler sur ce thème-là, c'est le niveau régional. Niveau national, le niveau planétaire, qu'on nous incite à faire ça, mais là, ça suppose, par l'effet de proximité auprès de nos concitoyens, auprès des médecins, auprès des pharmaciens, auprès des vétérinaires, auprès des entreprises qui proposent des alternatives aux pesticides fossiles, peut-être est-ce vraiment à nous de le faire sur le plan du terrain. Dans les notes que j'ai pu lire, j'ai l'impression que ça rencontre un succès auprès des professions médicales ou de santé assez importantes. Encore une fois, pensons bien au rôle des vétérinaires, parce que on a de plus en plus de vétérinaires en ville qui soignent le chien-chat à la même heure, là. Donc on a beaucoup de choses à faire aussi sur ce plan-là. Voilà, donc nous on va suivre attentivement. On a, Françoise, un plan régional santé et environnement à présenter devant le conseil régional, co-fomenté avec l'ARS. Hein. Et puis je suppose que l'ISPED, je ne sais pas où sont les représentants de l'ISPED, parce que moi je connais son fondateur, excusez-moi, Madame la directrice. Voilà, bien entendu qu'on puisse travailler, il va falloir acculturer nos concitoyens, parce que c'est peut-être une des façons, dans la période où certains disent ouais, c'est toujours sur le consommateur qu'on fait peser la charge, c'est une façon peut-être de tracer la voie à travers les problèmes de santé globale, de les faire bouger, de montrer qu'on n'est pas simplement à diminuer la quantité d'eau qu'on utilise dans la maison,
mais aussi pour la santé des individus. En tout cas, très heureux. Vous êtes chez vous. Bon travail. Comme Françoise vous l'a indiqué, il y a un pot qui est servi. Je vous rappelle que vous pouvez boire un peu de vin, parce que c'est un remède contre les maladies cardiovasculaires élémentaires. Et que c'est des vins bio. Et c'est des vins bio en plus. Merci à tous de vous rassembler pour faire une photo pour tous les intervenants à ce MOOC.